Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Mister Prépa, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo incroyable. Comme toujours, on est accompagné de Charles Rat, étudiant à l'EDEC après 3 années de classe préparatoire. On va revenir sur comment réussir en prépa, son année de QB dans la même prépa ou pas, comment craquer la synthèse de texte parce que vous allez voir que c'est un crack, il a une belle méthode là-dessus. Hello Charles, comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Salut Dorian, moi ça va bien. Moi donc j'ai 21 ans et puis depuis l'année dernière j'ai intégré l'EDEC après 3 ans de classe préparatoire. Magnifique. Est-ce que Charles, tu peux nous dire un petit peu quel étudiant tu étais avant, au lycée, au collège et qu'est-ce qui t'a motivé finalement à faire une classe prépa? Alors moi j'étais un étudiant qui était assez curieux de tout, j'étais assez porté sur l'histoire mais également sur les mathématiques, j'étais assez curieux et j'aimais m'intéresser à tout, à la géopolitique par exemple. J'ai pris au lycée donc les spécialités géopolitique, maths et SES. Ça montrait déjà un peu un parcours, un profil. Et donc c'est plutôt vers ça que je me suis orienté. Et donc au moment de choisir mon orientation, j'ai surtout hésité entre Sciences Po et les prépas et les écoles de commerce. Et finalement c'est vers les prépas que je me suis tourné. Et justement, sur Parcoursup, pourquoi tu as plus privilégié la classe préparatoire, les grandes écoles de Ouais. management, plutôt que des études en IEP? Alors, les IEP m'intéressaient beaucoup, ils m'intéressent toujours beaucoup, on va en reparler, je pense. Mais ce qui m'intéressait particulièrement dans la prépa, c'était le fait que ça me donnait du temps pour réfléchir à mon parcours, parce que je sais aussi que quelque chose auquel beaucoup d'étudiants sont confrontés, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le temps de réfléchir à leur parcours et vraiment de prendre une décision mature. Et donc ça m'a vraiment donné du temps pour réfléchir. Et je pense également, avec le recul, que la prépa, elle m'a donné également beaucoup de maturité et de rigueur dans le travail. Magnifique. Tu as fait justement 3 années de classe préparatoire, hein, donc Ouais. bisu, carré et cube, donc c'est vraiment les plus téméraires, hein, seulement 10% des étudiants, même un petit peu moins en fonction des années cube. Est-ce que tu peux revenir sur tes 3 années de prépa? Comment ça s'est passé ta première, ta deuxième et ta troisième année de manière assez balayée en surface et Ouais. après on va se plonger un petit peu plus dans le détail. Alors, je dirais qu'au début, j'entrais vraiment dans une jungle parce que je savais pas vraiment en fait ce à quoi ça me préparait en fait la prépa. J'étais allé par rapport à mes goûts en termes de matière surtout et j'avais une connaissance assez floue de ce à quoi ça m'amenait. Donc en fait, je dirais que ça a été très progressif et que la première année vraiment été une année de découverte. La deuxième année a été plutôt une année où j'ai commencé à avoir une vraie idée de ce que je voulais faire. Et c'est vraiment en troisième année que je me suis donné les moyens d'arriver vers là où je voulais aller. Et justement, c'était quoi les résultats que tu avais en carré et qu'est-ce qui t'a poussé à cuber finalement à Mm. l'issue de tes résultats de carré? Alors en carré, je suis arrivé à des résultats autour de Audencia et Schema surtout. C'était des résultats juste en dehors du top 5. Mais mon objectif, c'était réellement d'obtenir le top 5, au moins le top 5 pour l'année du cube. Très clair, merci Charles. Et comment tu as abordé justement cette troisième année? Est-ce que tu étais plus dans un mood défaitiste ou au contraire tu étais vraiment requinqué, motivé? Enfin, c'était quoi un petit peu le mindset que tu avais au moment d'intégrer ton année de cube? Moi, j'avais vraiment un état d'esprit combatif quand j'ai intégré mon année de cube parce que j'avais très clairement identifié les points sur lesquels il fallait que je retravaille et je savais que j'avais vraiment les moyens et que j'avais vraiment une marge de progression sur ces questions-là. Donc vraiment, j'y suis allé avec beaucoup d'espoir, beaucoup de détermination. Et finalement, enfin, l'analyse que j'avais faite de mon année de carré m'a donné raison. Pour les étudiants de prépa là, qui nous regardent, qui hésitent à cuber ou alors qui sont cubes justement, est-ce que tu pourrais donner des conseils sur concrètement qu'est-ce que tu as fait matière par matière ou de manière plus globale dans ton organisation entre ton année de carré, ton année de cube, qu'est-ce qui a changé dans ton travail? Ce qui a vraiment changé, c'est que j'ai essayé de me détacher le plus possible de suivre les cours en soi et essayer également d'avoir ma propre analyse, de faire mes propres fiches et de me détacher simplement de suivre le cours, mais essayer de prendre de l'avance en fait sur les cours, d'identifier également les points que je considérais les plus importants et les points sur lesquels je voulais progresser, parce qu'en fait, quand on est cube, qu'on a déjà été carré, on sait déjà à l'avance les points qui vont arriver dans l'année sur lesquels il va falloir travailler. Donc c'est vraiment sur ça en fait que je dirais, c'est de prendre de l'avance et de tracer sa propre voie par rapport aux cours simplement de la prépa, même s'ils sont importants.
Et par rapport justement à tes résultats des écrits, est-ce que tu as aussi finalement travaillé en fonction des notes que tu avais eues, des matières un petit peu plus faibles, des matières fortes, etc. Donc comment justement tu pourrais donner des conseils en segmentant, je dirais, les différentes matières? Alors, évidemment, j'ai vraiment beaucoup pris en compte les notes, mais au-delà des notes, j'ai vraiment également pris en compte les retours de mes professeurs sur les copies de concours que j'avais eues, parce que je pense que c'est vraiment le plus important en fait. C'est très bien évidemment de regarder et d'essayer de faire de nouvelles copies à chaque fois, mais c'est également utile d'essayer de retravailler les copies qu'on a déjà faites pour vraiment avoir une comparaison côté par côté de ces copies-là et vraiment essayer de retravailler et retravailler jusqu'à ce qu'on arrive à une copie parfaite. Sur le sujet par exemple de la dissertation donc, en philosophie et en géopolitique, j'ai commencé par reprendre les sujets que j'avais eu au concours. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un échange avec ma professeure et mon professeur de philosophie, et je leur ai vraiment demandé quels sujets, donnez-moi des listes de sujets sur lesquels je vais travailler, je vais vous rendre des choses et on va faire un échange, correction, jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat satisfaisant. Donc c'est vraiment, pour la dissertation, c'était vraiment cette logique-là qui primait, faire beaucoup de plans détaillés, refaire les sujets, refaire les DS, ça c'était vraiment le maître mot. En ce qui concerne les langues, c'était peut-être le point avec lequel j'avais moins de difficultés parce que j'étais déjà au point sur ces matières-là. En mathématiques, je dirais que la logique a été un peu la même qu'avec les dissertations, c'est-à-dire c'était vraiment une logique de répéter, de refaire les sujets, d'avoir un rythme régulier de sujets que je faisais et de m'entraîner sur des exercices particuliers qui concernaient des points avec lesquels j'avais des difficultés. Ok, très clair. Et après, en synthèse, Alors, comment tu bien as sûr. pu bosser ça? On va y revenir plus en Bien détail. sûr. Comment je bossais ça? C'est-à-dire que je considère qu'il n'y a pas vraiment besoin de bosser la synthèse d'une manière aussi intensive que certaines autres épreuves. En revanche, je pense qu'il faut vraiment insister, qu'il faut bosser sur cette synthèse de manière très qualitative et passer du temps à chaque fois qu'on en fait une. Je dirais qu'il faut seulement s'intéresser à certains points essentiels qui vraiment peuvent faire décoller une copie en synthèse. Ok, très très intéressant. Vient la période estivale, la période de l'été, qui est une période très intense Oui. en prépa. Comment justement tu as travaillé entre ton année de carré et ton année de cube durant cet été-là? Est-ce que c'était plutôt le repos? Est-ce que tu as travaillé de quelle manière justement pour donner des conseils aux Mm. candidats et aux préparationnaires qui nous regardent? Alors je dirais tout d'abord que ça dépend de la motivation et de l'état d'esprit de la personne. Si la personne est plus ou moins motivée directement ou est-ce qu'elle a besoin de se motiver d'elle-même, je pense que si on est motivé, on peut se dire qu'on peut raccourcir plus ou moins la période de repos. Mais ensuite, je dirais que le plus important dans la période d'été, c'est vraiment de préparer son année, de planifier et de savoir presque en fait à quel moment on va bosser telle chose et comment on va la bosser et de faire vraiment une analyse, un diagnostic sur ce qui n'a pas été dans l'année de carré et sur chaque matière, identifier les points, comment je vais modifier ma méthode de travail, quel sujet je vais travailler, quel sujet, quels aspects, quel chapitre dans chaque matière je vais plus travailler que d'autres. C'est vraiment ça, faire un diagnostic et commencer vraiment à établir un plan de travail pour l'année. Ok, très intéressant. Est-ce que pendant justement ta dernière année de classe préparatoire, tu as eu des moments de doute, tu as eu du stress davantage et comment tu as su pallier à ces problèmes que tu as pu avoir et rencontrer en prépa? Oui, effectivement, j'ai eu des moments de doute dans mon année cube parce que même si c'est une décision qu'on prend et dans laquelle on croit, par moments, ça arrive qu'on puisse regretter de la faire parce que on pense aussi au fait qu'on aurait pu être déjà dans une école et qu'on se retape une année de Et travail. potentiellement, tu vois tes potes de carré qui sont tous en école, etc. Donc, Exactement, et on se dit en fait que qu'est-ce que je fais encore là en fait? Et je vais avoir encore un tunnel d'un an et voilà. Et je pense que la meilleure solution pour ça, c'est de se trouver des moments dans la semaine ou des moments dans la journée pour vraiment se relâcher. Par exemple, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais vraiment des tours en courant, le soir, après avoir travaillé, vraiment, ça m'a soulagé et ça me faisait penser à autre chose. Et puis, je pense aussi, quelque chose d'important, c'est de parler aux gens, vraiment de se parler entre vous, de parler entre les cubes, entre les carrés, et vraiment d'échanger sur vos expériences, sur vos ressentis. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut aider à extérioriser et à se rendre compte, en fait, tout le monde est dans la même situation. Et voilà, il y a, à un moment donné, vous allez y arriver ensemble.
Et ce qui est encore plus difficile quand on est en cube, c'est que derrière, on n'a pas la garantie d'avoir nécessairement mieux que ce qu'on a eu en carré. Tu évoquais par exemple le fait d'avoir eu schéma Audencia, le fait de cuber, c'est une prise de risque. Tu n'es pas garanti d'avoir mieux, tu peux avoir la même chose, voire pire. Je pense notamment à Corentin qui avait eu gemme en carré, qui a cubé et qui a encore eu gemme malgré qu'il ait eu 5 fois 20. Il a eu 20 à toutes les épreuves de maths. Son interview à retrouver sur Mister Prépa juste ici. Et également, il y avait un camarade dans une prépa voisine à la mienne qui avait cubé sur Audencia, donc 6e à l'époque, dans la volonté d'intégrer le top 5. Finalement, c'est complètement foiré au concours et il a eu TBS, donc il était très dégoûté derrière. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, il faut aussi avoir ce paramètre de potentiellement se dire voilà, qu'en fait on reset et qu'on peut avoir des résultats moins importants. Donc c'est important de le rappeler et donc forcément derrière des moments de doute et de stress. La prépa, c'est aussi dur pour le sommeil, une question qui revient assez souvent. Comment on arrive à gérer le sommeil en classe préparatoire? Alors oui, et sur cette question, il y a deux paramètres en fait. Il y a le paramètre, on travaille beaucoup, donc en fait on dort moins, mais également le fait que même quand on dort, des fois on dort mal parce qu'on est stressé, etc. Donc en fait, moi je dirais le premier paramètre, c'est vraiment de faire une activité, comme je le disais, qui extériorise et qui nous permet d'être plus serein quand on dort. C'est déjà important parce qu'on peut essayer de dormir à des heures précises, mais finalement ne pas arriver à avoir un sommeil vraiment réparateur. Et je dirais également qu'il faut se fixer des limites en termes d'horaire et savoir bien organiser son temps pour vraiment garder cette période de sommeil qui est importante parce qu'on voit aussi que plein d'étudiants en fait ratent leur concours même s'ils ont bossé comme des chiens parce qu'en fait ils ont juste pas assez de sommeil et ils sont pas lucides en fait. Et beaucoup justement se crament malheureusement lors du concours. Le concours c'est un marathon, même si voilà, c'est un sprint dans le sens où la durée est quand même assez rapprochée. Il faut faire attention parce que c'est des épreuves de 8 heures, 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Donc il faut arriver en forme, frais et dispo. Donc le sommeil, un paramètre absolument pas négligé en classe préparatoire. On va revenir un petit peu justement sur cette période des concours et cette période des écrits. Comment tu as vécu cette période d'écrit lors de ton année de cube, donc l'année dernière? Alors l'avantage, je dirais que c'est que je savais déjà dans quoi je m'aventurais, donc c'était déjà plus facile pour moi de me projeter et de savoir vraiment comment ça allait se passer. Après, peut-être quelque chose qui était plus stressant, c'était que je savais que c'était mon année de cube, donc en fait je savais que j'avais pas le droit à une troisième chance entre guillemets. Tu peux bicarrer, oui, mais que c'était beaucoup plus difficile à envisager et que voilà, t'avais pas cette idée que oui c'est ok, tu peux tente et puis tu verras bien et tu perds, tu pourras cuber. Certes, tu avais plus de préparation, mais tu savais aussi que tu avais moins de plan B, entre guillemets, si tu te ratais. Donc là, c'était un peu plus compliqué. Après, je dirais que voilà, tu as plus de vision sur ce qui t'attend et donc tu es plus capable de préparer et de savoir comment organiser ton temps. Ok, hyper intéressant. Et justement, les différentes épreuves, voilà, raconte-nous un petit peu là le fin fond voilà, de ces concours. Tu les as passés où? Quelle était ta réaction au moment de voir les sujets tomber? Est-ce que voilà, t'étais trop content, surpris? Ça s'est passé comment? Alors moi, il faut savoir déjà que j'ai commencé par Écricom, donc j'ai passé Écricom. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais déjà, je trouve que ça a été déjà un bon moyen pour moi de me tester. Pour vraiment avoir une idée de où je me jaugeais, de savoir un peu où j'en étais, quel était mon niveau. Donc là, c'était déjà assez important pour moi. Et en ce qui concerne la BCE, on va dire que le sentiment était un peu ambivalent. C'est-à-dire que j'ai commencé par des épreuves où j'étais pas été forcément convaincu. Comme quoi, par exemple? Par exemple, les maths EM Lyon, où je me suis vraiment raté. Et pour le coup, j'avais pas trop d'excuses, mais du coup, ça m'a un peu mis le doute. Mais on va dire que pour moi, ce qui a été vraiment un moteur, ça a été des matières où je savais que j'allais bien performer et ça m'a donné confiance pour le reste des concours. Ok, donc après ça s'est mieux passé sur la Ouais. fin des concours et notamment les maths et DEC, heureusement, parce que Bien pour sûr. intégrer les DEC, c'est cette épreuve de maths. En amont des concours, il y a cette période un petit peu de révision qui va osciller entre une semaine, 2 semaines, 3 semaines en fonction des étudiants, en fonction des prépas. Comment tu t'es organisé en termes de planning? Est-ce que tu étais avec des potes, tu étais tout seul, tu étais parti t'isoler à la campagne comme certains le font? C'était quoi un petit peu la stratégie que tu avais adoptée pour les révisions? Je m'étais plutôt isolé quelques semaines avant, du coup les cours s'étaient arrêtés quelques semaines avant, donc j'avais vraiment préparé un planning, je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse pour avant les concours. J'avais vraiment intensifié mon travail de fichage, mon travail sur les plans, mon travail sur les sujets de maths. Donc en fait je savais que je faisais par exemple un sujet de maths par jour, c'était vraiment du travail hyper intensif, encore plus intensif que celui que je faisais en année.
Et donc c'est vraiment ce travail intensif et un plan vraiment de bataille que j'avais établi. Vraiment quelque chose de très isolé, mais du coup qui a été très intensif. Et combien d'heures par jour, par exemple, tu bossais? C'était quoi Je dirais que j'étais sur un rythme de 7-8 heures par jour Ok, de ouais, travail. ce qui Ouais. est correct, très correct. Oui, oui, c'était très correct. Ok. Mais entre guillemets, voilà, c'était du travail où je savais exactement ce que j'allais faire, donc je perdais pas mon temps. Je faisais un sujet de maths, plusieurs sujets de géopolitique ou de philosophie, et en fait, je savais que j'avais un quota entre guillemets à remplir chaque jour, et ça me permettait d'avancer très vite. Tu avais des objectifs C'est fixés, ça. clairs, donc non, hyper intéressant. Donc après donc cette période de révision, il y a les concours écrits qu'on a évoqués, et vient ensuite donc cette période un petit peu de flottement où on prépare les oraux et les résultats d'admissibilité. Donc là, j'imagine, tu étais très content, mais peut-être aussi stressé parce qu'il y avait les Oui. oraux qui arrivaient. Donc c'était quoi la réaction que tu avais au moment des résultats d'admissibilité? Tu étais admissible jusqu'à où? Alors j'étais admissible du coup jusqu'à l'EDEC, donc j'ai eu toutes les écoles entre l'EDEC et Neoma, y compris l'UM Lyon, même malgré ma note de maths. Mais du coup j'étais très content parce que même si du coup j'espérais et j'avais vraiment visé le top 5, j'y croyais pas vraiment, enfin tant que c'était pas tangible, Ouais, j'avais du carrément. mal à le réaliser. Mais en tout cas j'étais très soulagé parce que bah, je me disais qu'en fait le plus dur était passé pour moi et que j'allais pouvoir avoir vraiment les mains libres et être vraiment maître de mon destin en ce qui concerne les euros. Donc j'étais vraiment allé confiant et j'étais vraiment content et un peu galvanisé par le fait d'avoir eu les résultats que je voulais. Tu avais un peu d'avance pour les euros, c'était quoi Alors en termes de barres? j'avais une bonne avance pour les decks, moindre avance pour le M Lyon, mais finalement bah, ça s'est passé dans les deux et donc le fait que j'ai eu une marge aussi m'a aidé à y aller de manière un peu plus libérée parce que je savais que j'avais moins de risques à prendre. Ok, hyper intéressant. Et justement, parlons des euros. Comment ça s'est passé les euros dans les différentes écoles? Tu as passé quelle école? Ouais. Raconte-nous un petit peu cette expérience des euros et aussi un focus spécifique sur les épreuves d'entretien, notamment celle de l'EDEC avec la fameuse Ouais. trilogie. Alors moi j'ai essayé d'organiser mon Tour de France de manière un peu économique, c'est-à-dire que j'ai essayé de regrouper aussi des passages et voilà. J'ai commencé par Neoma, à la fois parce que c'était l'école qui me permettait aussi de m'entraîner et de faire un peu un tour de chauffe, et ça me permettait également après de rejoindre Lille avec Schema et les decks. Et puis ensuite, enfin, heureusement, après la grosse période de Schema et deck d'un jour sur l'autre, j'ai pu me reposer un petit peu avant le M Lyon. Et puis ensuite, j'ai fini par Audencia. J'avais vraiment préparé en fait en amont chaque type d'épreuve, je savais exactement à quoi m'attendre. Et puis ben, on pourra parler également de la spécificité des épreuves de l'EDEC. Ouais, vas-y. Ouais. Mais donc par exemple, il faut savoir que l'EDEC se distingue un peu des autres en termes d'oraux de langue, puisque depuis l'année dernière, les oraux de langue ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes formats que les autres écoles avec un article à analyser. Mais du coup, que c'est plus une question. Donc, vraiment, il faut vraiment se préparer spécifiquement à ce type de format qui est beaucoup plus court, en fait. Et donc, ça me donne beaucoup moins de temps pour se préparer. Donc, ça, c'était un exemple. Et puis, donc, il y avait aussi la trilogie. Donc, ça, c'est une épreuve extrêmement particulière. Et celle-là, je l'avais préparée justement avec d'autres personnes qui espéraient avoir les decks dans ma prépa. Et donc, on avait pu faire une répétition, en fait, de cette trilogie. Et ça m'avait aussi permis, dans cette répétition, de voir un peu les éléments que j'allais corriger. Et puis ça m'a permis également bah, d'être plus à l'aise et de pouvoir mieux me préparer pour la vraie trilogie, entre guillemets. Ça, c'est une vraie chance parce que toutes les prépas n'ont pas nécessairement la possibilité de préparer leurs candidats. Enfin, voilà, si tant est qu'il y en ait suffisamment d'admissibles ou de potentiels admissibles. Donc, ça, c'est une vraie chance. Et derrière, tu as pu convertir l'essai. Au niveau des oraux, c'est quoi les notes que tu as pu obtenir lors des entretiens, lors des épreuves de langue? Fais-nous rêver un peu, Charles. Alors, en ce qui concerne les decks, je vais commencer par là. J'ai eu 14 à la trilogie, 16,5 en anglais et il me semble 11,5 en allemand. Ouais, très solide. Donc Hein. voilà, c'était vraiment la constance que je cherchais en fait, surtout pour garantir un peu mon socle, puisque j'avais déjà de l'avance. Donc vraiment, là, le maître mot, c'est vraiment de ne pas perdre des points sur une épreuve et vraiment de s'effondrer sur une épreuve. Et puis je dirais aussi, il y a des épreuves où j'ai particulièrement performé dans d'autres écoles. Je pense par exemple à l'EM Lyon où j'ai eu 18 à mon entretien de personnalité. Ok, Donc là solide. j'étais très content, ça s'est bien passé. Et puis je pense également à Neoma où j'ai eu 20 à mon entretien de personnalité. Donc ça m'a permis de finir dans les toutes premières places dans le classement national des admissions.
Bah, magnifique pour écrit comme. Donc bravo pour ça, c'est top. Donc ensuite, tu intègres l'EDEC. Donc là, voilà, tu as finalisé ta première année à l'EDEC. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé cette première année à l'EDEC? Qu'est-ce que tu as fait? Cette transition aussi entre la prépa et l'EDEC. Raconte-nous un petit peu en immersion cette première année à l'EDEC. Ouais, bah alors cette année à l'EDEC, elle a été un peu particulière parce que moi, je n'avais pas forcément des gens qui étaient déjà allés à l'EDEC, c'était une petite prépa, donc voilà, j'ai un peu découvert par moi-même, mais ça a été vraiment un peu un changement de culture entre la prépa et l'école de commerce. J'ai pris du temps en fait pour m'intégrer vraiment, mais vraiment de m'immiscer dans la culture de l'école, mais finalement, bah, j'ai trouvé des gens avec qui je m'entendais bien. Une association qui me parlait. Et donc ça a vraiment été un moyen pour moi de bien m'intégrer. Et également le fait que j'avais un projet défini pour les filières, ce qui m'a permis également d'avoir un peu de motivation pour continuer à travailler. D'intégrer quelle association? Alors j'ai intégré l'association Objectif Réussite à l'EDEC. Donc c'est une association qui s'occupe de tutorat et d'aide aux devoirs aux enfants de la métropole lilloise. Donc ça va de la primaire à la terminale. Et donc on effectue aussi des sorties culturelles dans les musées et un voyage dans une ville européenne pour toute une classe d'élèves chaque année. Donc c'est vraiment un focus sur l'égalité des chances et sur l'aide aux devoirs, l'aide à l'orientation, les sorties culturelles, le voyage. Donc c'est vraiment complet. Incroyable. Et justement, dans le cadre de ton parcours à l'EDEC, tu as fait un petit teasing tout à l'heure. C'est quoi les next steps pour toi à l'EDEC? Alors, dès septembre prochain, je vais commencer un double diplôme, un double master avec Sciences Po Lille, qui est une école partenaire de l'EDEC qui propose un double diplôme depuis, il me semble, 2020. Et donc, c'est vraiment un parcours tourné vers la transversalité entre le public et le privé. Magnifique. Donc là, tu vois, tu voulais t'hésiter Ouais, entre la grande école et l'IEP. Bah, finalement, voilà, c'était très logique. Voilà. T'as le couple des deux, donc magnifique et félicitations à toi, le meilleur avenir. Et franchement, c'est hyper cool. On va faire petite régression. On va retourner à nos moutons de la prépa, je dirais. C'est ce qui vous intéresse si vous êtes encore là. C'est la synthèse. La synthèse, c'est vrai que c'est une épreuve qui est parfois sous-estimée par les prépas, mais qui peut finalement assurer des belles admissibilités si derrière on a des bons résultats. Moi, je pense par exemple à des camarades de prépa qui ont réussi à choper des admissibilités top 5 grâce à des 18, des 19, des 20. À l'époque, c'était en contraction, voilà, je suis vieux, mais en synthèse, c'était assez équivalent. Justement, l'une de tes grandes forces, c'était la synthèse. Comment tu as réussi à développer un petit peu cette compétence au fil des années, cette régularité finalement aussi entre ton année de carré et de cube, puisque tes résultats étaient assez proches et très constants? Alors je dirais que j'avais un peu une capacité un peu naturelle parce que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup lire et beaucoup écrire. Donc cette épreuve de synthèse, c'était vraiment quelque chose qui me parlait en termes de rédaction et de capacité de synthèse. Et donc c'est quelque chose qui me plaisait déjà dès le départ. Et puis ensuite, après, j'ai su perfectionner en fait mes capacités dans cette épreuve en identifiant les points les plus importants pour éviter de se prendre justement des très mauvaises notes, alors que pour le coup, ça peut être très facile en fait à éviter. Voilà, et donc en fait, j'ai vraiment essayé de comprendre la logique de l'épreuve et de perfectionner en répétant des sujets et en essayant de comprendre vraiment ce qu'on attendait de moi. Très clair. C'est quoi les grosses erreurs finalement à éviter en synthèse de texte? Qu'est-ce qu'on doit absolument ne pas faire? Qu'est-ce qu'on doit éviter pour justement ne pas se prendre un carton complet? Alors je dirais que la première erreur à éviter, c'est très simple, mais c'est justement de faire très attention aux fautes d'orthographe. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne nous voient pas ou oublient. Et en fait, c'est ce qui coûte, dans la majorité des cas, beaucoup de moyennes et beaucoup d'écoles, en fait, malheureusement, à beaucoup d'étudiants. Je dirais également qu'une erreur que beaucoup de gens font, c'est d'insérer leur analyse personnelle, en fait, dans la synthèse. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment oublier parce que c'est vraiment ce qu'on attend de nous, c'est de savoir relater le plus succinctement possible les pensées des auteurs et les relier entre elles. C'est vraiment ça auquel il faut penser. Et je dirais en troisième point, peut-être réfléchir à mettre des connecteurs logiques et à insérer un lien logique entre les pensées des auteurs parce que le boulot des correcteurs ensuite, ça va être de pouvoir voir ce que vous avez vu comme idée commune entre les auteurs sur un tel sujet
et pas que ça soit seulement une accumulation d'idées. Ok, hyper intéressant. Et justement, c'est quoi toi ta méthode pas à pas, voilà, répartie sur ces 4 heures de synthèse pour finalement avoir un devoir qui est nickel chrome avec voilà, le décompte des mots, bien sûr, le nombre de mots au final et finalement les différentes parties, le titre et tout ce qui irrigue finalement cette synthèse de texte. Alors pour commencer, je dirais que les sujets vont dépendre en termes de facilité et à quel point ça va parler à tel ou tel élève. Donc ça dépend des sujets, bien sûr, des thèmes qui vont être abordés dans la synthèse. Je dirais que le premier point qui est très important, c'est qu'on a 4 heures. Donc vraiment, on a beaucoup de temps à perdre, entre guillemets, mais c'est vraiment du temps précieux. C'est du temps qu'on peut utiliser pour déjà lire les textes séparément et avoir déjà commencé à réfléchir à quels thèmes ressortent, quelles idées ressortent et comment on peut lier les idées entre elles. La deuxième chose que je ferai, c'est que je surlignerai en fait les éléments que je trouve importants dans chaque texte, sur une deuxième lecture. Et pour commencer le travail de synthèse, je continuerai en prenant le texte que je trouve le plus simple à comprendre et sur lequel les idées ressortent le plus clairement pour moi. Ça me permet de ressortir des questions potentielles, donc des potentielles sous-problématiques que je pourrais également essayer d'utiliser sur les autres textes. Donc là, c'est vraiment cette méthode-là, prendre le temps, aller doucement, analyser le texte, surligner, prendre le texte le plus simple, essayer de regrouper les pensées des auteurs dans des sous-problématiques. Et ensuite, je dirais qu'à la fin, quand on a fini de faire ça, on peut essayer de réfléchir justement avec ces sous-questions qu'on a eues, réfléchir à la grande problématique qui unit toutes ces questions. Et comment on arrive à justement avoir les différentes sous-questions et comment aussi on priorise ces sous-questions-là. Bien Comment sûr. je sais que telle sous-question est plus pertinente à mettre en première partie pour que derrière Bien sûr. ça s'enchaîne logiquement. Alors, tout d'abord, donc, comme j'ai dit, on va prendre donc, le texte qui nous paraît le mieux. On va essayer d'identifier les thématiques, à quoi essaye de répondre l'auteur. Et ensuite, je dirais qu'il y a des plans qui sont plus simples que d'autres. Donc, on va avoir donc, le plan constat, cause, conséquence et dépassement. Ça va être le plan le plus simple vraiment à intégrer en fait, dans une synthèse parce qu'en fait, il est assez flexible. Donc, il permet vraiment de s'adapter un peu à tous les contextes, à tous les thèmes. Et ça permet nous-mêmes de faire des cases dans lesquelles on peut poser des idées et essayer après de les formuler en fonction du thème. Ok, hyper intéressant. Un conseil aussi à bien faire, c'est regarder l'auteur de chacun des textes, regarder également la date de publication, ça donne un contexte potentiellement historique, géopolitique aussi en fonction de la nationalité potentielle de l'auteur et ça permet finalement aussi d'élever la perspective et si on arrive à faire ressortir ça, pas de son analyse personnelle bien sûr, mais d'une manière assez finalement intéressante et pertinente, ça peut forcément être valorisé par le correcteur parce que ça montre que voilà, on est allé au-delà de la simple analyse du texte. Bien sûr, encore une fois, il faut s'en tenir au texte, mais c'est pour avoir une grille d'analyse qui est un petit peu plus large, donc hyper intéressant. Quel conseil tu donnerais à des prépas qui justement voilà, délaissent peut-être la synthèse, qui ne la travaillent pas trop durant l'année, parce que c'est vrai que c'est pas la matière qu'on bosse le plus en prépa, donc comment on arrive à quand même essayer de la travailler sans, j'ai envie de dire, voilà, trop se mouiller et trop délaisser des matières à coefficient plus conséquent? Déjà, je dirais qu'à tous les gens qui pensent que ça prend beaucoup de temps de faire la synthèse, c'est vraiment pas vrai. Ça prend vraiment très peu de temps. Il faut juste prendre un petit moment pour comprendre vraiment la logique. Et ensuite, une fois qu'on a compris la logique, on n'a pas besoin de vraiment se réentraîner beaucoup de fois. C'est vraiment comprendre ces règles simples d'orthographe, de synthèse, d'objectivité et comprendre quelles sont les étapes par lesquelles on passe pour arriver à la synthèse. Mais vraiment, une fois qu'on a compris, c'est vraiment pas compliqué et il suffit vraiment de s'entraîner vraiment une bonne fois et ensuite ça part tout seul. Magnifique. Est-ce que tu aurais un mot, Charles, à donner aux étudiants, aux étudiantes, aux lycéens qui nous regardent, peut-être aux parents aussi, il y a des parents qui regardent Mister Prépa de plus en plus, merci beaucoup. Justement, donner de la force un petit peu à tous ces étudiants, ces lycéens qui demain sont ou vont rentrer en classe préparatoire. Alors c'est un conseil que je donne également aux jeunes que je suis dans mon association, c'est vraiment de ne pas se poser de limites et de réfléchir à toutes les possibilités avant de prendre une décision, de ne pas se poser, de pas s'auto-censurer, c'est vraiment quelque chose qui revient hyper souvent et vraiment d'essayer d'identifier ses objectifs et de tout faire pour y arriver.
Magnifique. Merci beaucoup Charles pour ce temps d'échange de qualité et ton temps. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, on y répondra avec grand plaisir, à lâcher votre meilleur pouce bleu, ça nous soutient et ça nous donne énormément de force, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous sur Mister Prépa, sur le site web, les réseaux sociaux, il y a énormément de contenu de qualité pour justement bien réussir sa prépa. Un grand merci Charles et à très vite.